Comment les défenseurs des droits des filles peuvent-ils avoir encore plus d'impact? Il y a bien des moyens d'effectuer des changements sur le terrain et beaucoup de manières que les défenseurs peuvent encourager leur gouvernement à faire plus pour protéger les droits humains. Ils travaillent avec les médias, organisent des réunions de plaidoyer avec des représentants de leur gouvernement, mènent des campagnes de sensibilisation au public et bien d'autres outils. Mais il y a un outil dont tu n'es peut-être pas au courant. Les Nations Unies ont des outils qui s'appellent des mécanismes internationaux de responsabilisation, qui aident les défenseurs des droits humains d'avoir plus d'influence dans leur pays. Nous appelons ces outils des mécanismes de responsabilisation parce qu'ils peuvent t'aider à tenir responsable ton gouvernement des engagements qu'il a pris envers les Nations Unies. Ceci veut dire que ces outils peuvent aider à garantir que ton gouvernement fait ce qu'il a promis de faire. Les mécanismes internationaux de l'ONU de responsabilisation ont été créés afin de donner aux États des conseils concernant comment mettre en œuvre les droits humains et promouvoir le développement durable. À travers le monde, les défenseurs des droits humains ont utilisé ces outils avec beaucoup de succès. Ils ont aidé à effectuer des changements pour les droits des enfants et l'égalité dans leur pays. Pourquoi est-il important d'utiliser les mécanismes internationaux de l'ONU de responsabilisation? Les gouvernements nationaux ont la responsabilité finale de garantir que les filles et les jeunes femmes sont protégées et autonomisées. Idéalement, tous les gouvernements honoreraient leurs engagements sans que personne n'ait besoin de les influencer pour faire ce qu'ils sont censés faire. C'est pourquoi les défenseurs des droits humains, les organisations de la société civile et les ONG font du plaidoyer pour faire en sorte que leur gouvernement fasse encore plus. Pour te rappeler, c'est ce que nous appelons la responsabilisation. La responsabilisation se réfère au fait de s'assurer que ceux qui ont du pouvoir remplissent leurs engagements. La société civile peut aussi combiner les outils dont nous avons parlé tout à l'heure avec les mécanismes internationaux de responsabilisation pour faire en sorte que l'ONU influence les gouvernements pour qu'ils honorent leurs engagements. Utilisés en isolation, les mécanismes internationaux de responsabilisation ont un impact limité. Mais utilisés ensemble avec d'autres outils pour influencer les agendas politiques, les lois, les politiques et la pratique dans les pays, ils peuvent être très efficaces. Ces mécanismes peuvent aider à s'assurer que les gouvernements nationaux font le nécessaire pour garantir que les filles et les jeunes femmes sont protégées et autonomisées, que ce soit en les influençant pour qu'ils honorent leurs engagements ou en leur offrant de l'expertise technique. Mais attendez! Comment l'utilisation des mécanismes internationaux de responsabilisation peut-elle faire une différence? Pour te donner quelques exemples, cela aide à rendre public devant la communauté internationale ce que ton gouvernement fait pour remplir ses obligations. Vu que les gouvernements s'intéressent à leur image vis-à-vis des autres États, ils ne veulent souvent pas que l'on pense qu'ils n'honorent pas leurs engagements. En envoyant des informations et des rapports à l'ONU, tu n'aides pas seulement à promouvoir et valoriser les droits humains, mais tu fais aussi en sorte que l'ONU et ses experts indépendants de droits humains aient des informations justes, réalistes et détaillées de ce qui se passe dans ton pays et d'à quel point ton gouvernement fait des progrès. Le résultat de tout cela, c'est que l'ONU et les autres gouvernements peuvent faire des recommandations spécifiques à ton gouvernement, soulignant ce qu'ils peuvent faire en plus. Tu peux ensuite utiliser ces recommandations pour renforcer d'autres activités de plaidoyer que tu mènes dans ton pays. Nous avons beaucoup parlé des mécanismes internationaux de l'ONU de responsabilisation. Mais en effet, que sont-ils? Pour cette vidéo, comme nous parlons des droits de l'enfant et de l'égalité des filles, il y a plusieurs types de mécanismes qui sont particulièrement pertinents. Les mécanismes des droits humains et les accords internationaux. Les mécanismes des droits humains que nous utilisons sont la Convention relative aux droits de l'enfant, CRC en anglais,
et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW en anglais, et l'examen périodique universel, l'EPU. L'accord international que nous allons regarder s'appelle les Objectifs de développement durable, ODD. Regardons en premier les mécanismes des droits humains. La Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes sont considérés comme des traités de droits humains. La CRC a été créée pour protéger les droits des enfants et a parlé de beaucoup de sujets, comme leur droit d'être protégés, leur droit d'aller à l'école et le droit d'être heureux et en bonne santé. La CEDAW a été créée pour protéger les droits des femmes et des filles et exige que tous les pays mettent fin à la discrimination contre les filles et les femmes et les traitent sur un pied d'égalité avec les hommes et les garçons. En acceptant les conventions de la CRC et la CEDAW, les gouvernements s'engagent à protéger les droits des enfants et des femmes et sont obligés à les maintenir. Les traités sont considérés comme étant juridiquement contraignants, ce qui veut dire qu'une fois que le gouvernement les accepte, il est censé remplir toutes les obligations contenues dans ces traités. Presque tous les pays du monde ont accepté la CRC et la CEDAW. Bien sûr, il n'y a aucune police pour faire respecter cette loi internationale. Mais quand un gouvernement ratifie le traité, il s'engage aussi à se faire examiner régulièrement par le comité. Ces comités ont la responsabilité de surveiller et examiner à quel point les gouvernements mettent en œuvre les traités. Il n'y a aucune punition pour ne pas respecter les conventions, mais ceci n'est pas très bon pour la réputation du pays devant la communauté internationale s'il semble ne pas honorer ses engagements. Comment les mécanismes internationaux de responsabilisation fonctionnent-ils? Tous les 4 à 5 ans, les pays qui ont ratifié la CRC et la CEDAW se font examiner devant les comités, qui sont constitués d'experts indépendants sur les droits de l'enfant et les droits des femmes. Quand ton pays est examiné par les comités, il y a 2 types de rapports qui sont envoyés. Le rapport de ton gouvernement et le rapport des ONG. Cela veut dire que les défenseurs des droits humains et la société civile peuvent écrire leur propre rapport contenant leurs perspectives sur les progrès de leur pays et les envoyer au comité. Ces rapports sont très importants pour aider les comités à comprendre ce qui se passe en réalité dans ton pays. Par conséquent, ton gouvernement recevra des recommandations des comités qui signalent des changements qu'il faut y avoir et quels domaines il faut travailler encore. Enfin, les défenseurs des droits humains peuvent utiliser ces recommandations pour faire du suivi. Tu peux garantir que ton gouvernement n'oublie pas ce qu'il est censé faire et qu'il continue de réaliser les droits des filles. Ensuite, nous avons le 3e mécanisme de droits humains qui s'appelle l'examen périodique universel ou l'EPU. L'EPU est l'un des mécanismes les plus importants créés par l'ONU parce que c'est un système qui examine la situation des droits humains de tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, riches ou pauvres. L'EPU analyse la situation des droits humains de manière générale, au lieu d'obligation d'un traité particulier. Le but final de l'EPU est d'améliorer les droits humains pour toutes les personnes du monde et garantir que les gouvernements honorent leurs engagements de protéger, respecter et réaliser les droits humains de tous. Comment l'EPU fonctionne-t-il? L'EPU est un mécanisme d'évaluation par les pairs, ce qui est une manière sophistiquée de dire qu'au lieu de se faire examiner par un groupe d'experts, il s'agit des gouvernements qui donnent des recommandations aux autres gouvernements. C'est comme si tu avais un problème et avais besoin de conseils. Bien sûr, il y a des situations où il faut aller à un parent ou mentor pour recevoir des recommandations d'experts. Mais parfois, il est plus facile d'en parler à un ami et tu serais peut-être plus disposé à écouter les conseils. C'est pourquoi l'EPU est un outil si efficace.
Il s'agit d'amis qui donnent des conseils à leurs amis. Pendant l'EPU, le pays qui se fait examiner a l'occasion de parler des progrès qu'il a faits et de répondre à des critiques éventuelles. Les autres gouvernements peuvent ensuite lui donner des conseils et des recommandations sur comment s'améliorer. Cet examen a lieu pour chaque pays tous les 4 ans et demi, quels que soient les traités auxquels ils se sont engagés. Tout comme la CRC et la CEDEAO, dans le contexte de l'OPU, les rapports sont envoyés avant que l'examen a lieu. Comment les défenseurs des droits humains peuvent-ils utiliser ces 3 mécanismes? Tu peux envoyer un rapport d'ONG au comité de la CRC ou CEDEAO ainsi qu'à l'OPU. Dans ton rapport, tu peux amener des informations détaillées des réalités et nuances de ton pays. Ce sont des informations auxquelles l'ONU n'aurait autrement pas accès et qui sont très importantes pour compléter le rapport du gouvernement. Une autre manière de contribuer au processus est de participer à des consultations nationales. Les gouvernements sont fortement encouragés par l'ONU à organiser des consultations nationales avec leur société civile, y compris avec les jeunes. Tu peux organiser tes propres consultations dans ton pays où tu parles avec différentes personnes, y compris avec les filles, les garçons et les jeunes, pour entendre leurs avis. Tu peux soutenir ton gouvernement dans le développement de son rapport, faisant en sorte qu'il prenne en compte toutes les perspectives. Tu peux voyager à Genève, en Suisse, pour parler aux États ou aux experts de l'ONU, partager tes expériences et leur demander de donner des recommandations spécifiques ou poser certaines questions à ton gouvernement. Enfin, tu peux aussi faire du suivi dans ton pays. Il y a bien des moyens de faire ceci. Par exemple, travailler avec les médias pour informer le public de l'examination et du résultat, en t'assurant que les publications ou diffusions sont faites dans les langues locales. Encourager le Parlement et des autres législateurs de décréter ou changer des lois selon les recommandations reçues durant l'examination. Développer une stratégie de mise en œuvre des recommandations avec ton gouvernement. Faire des activités de plaidoyer avec d'autres organisations de la société civile intéressées par les mêmes sujets en impliquant les groupes de jeunes, particulièrement les filles. Nous avons parlé des mécanismes internationaux des droits humains, mais il y a un autre mécanisme très important que tu peux utiliser pour renforcer ton plaidoyer. Ceci est l'accord international qui s'appelle les Objectifs de développement durable, ODD, connu aussi sous le nom Agenda 2030. En 2015, tous les pays du monde se sont réunis pour se mettre d'accord sur comment améliorer les choses. Le résultat a été les ODD. 17 objectifs et 169 cibles que tout le monde ferait des efforts d'atteindre d'ici 2030. Les droits des filles et des femmes sont présents dans plusieurs objectifs et cibles. Plus spécifiquement, il y a 4 objectifs qui sont particulièrement pertinents pour le travail de plan international et ses priorités de Learn, Lead, Decide et Thrive. En français, apprendre, diriger, décider et s'épanouir. L'objectif 4. Garantir une éducation de bonne qualité à pied d'égalité pour les filles et les garçons. L'objectif 5. Atteindre l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. L'objectif 8. Garantir un bon travail pour tous et une croissance économique qui bénéficie à tous de manière égale. L'objectif 16. Promouvoir des sociétés qui sont en paix, qui sont justes et qui ont des institutions fortes. Chaque objectif a un certain nombre de cibles qui sont plus spécifiques que l'objectif. Par exemple, sous l'objectif 5, nous trouvons des cibles comme mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, éliminer les pratiques néfastes comme le mariage des enfants, et garantir que les femmes peuvent participer à la vie politique.
Mais comment est-ce que nous savons si un gouvernement fait des progrès envers l'objectif d'éliminer la violence contre les filles et les femmes? C'est là où jouent les indicateurs. Les indicateurs sont des outils pour mesurer à quel point nous sommes proches d'atteindre la cible. Par exemple, l'indicateur pour la lutte contre la violence contre les femmes et les filles consiste en compter le nombre de filles et de femmes qui ont été victimes de violences de la part de leur mari, copain, partenaire ou toute autre personne. En comptant ce chiffre chaque année, nous pouvons voir si nous faisons des progrès ou pas. Comment la responsabilisation pour les ODD fonctionne-t-elle? Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, HLPF, est l'endroit officiel pour discuter des progrès aux ODD. Le HLPF se réunit une fois par an au siège de l'ONU à New York. Les gouvernements peuvent se porter volontaires pour se faire examiner aussi souvent qu'ils le souhaitent durant la période de 15 ans des ODD, c'est-à-dire de 2015 à 2030. Ces examens s'appellent les examens nationaux volontaires, qui sont en l'occurrence le nom du rapport envoyé par les gouvernements concernant leur mise en œuvre des ODD. Ces examens permettent aux gouvernements de discuter des progrès qu'ils ont faits pour mettre en œuvre les objectifs et de parler de leurs défis. Comment les défenseurs des droits humains peuvent-ils contribuer à la responsabilisation aux ODD? Il y a bien des choses que tu peux faire pour avancer les progrès envers les ODD. Ceux-ci comprennent mettre en œuvre, surveiller, mesurer et financer l'agenda 2030. Voici quelques manières de contribuer au HLPF et aux examens nationaux volontaires au niveau national, régional et international. L'agenda 2030 demande à tous les gouvernements de mener des consultations avec des individus et des groupes dans le processus de développer leur examen national volontaire. Tu peux donc participer aux consultations nationales de ton pays pour aider ton gouvernement à préparer son rapport. Il y a des réseaux dans ton pays et ta région qui essaient d'influencer les examens nationaux volontaires et la responsabilisation aux ODD en général. Tu peux penser à te joindre à un de ces groupes ou te mettre en contact avec d'autres défenseurs de droits humains par email. En termes de responsabilisation aux ODD, parfois c'est au niveau régional que nous pouvons avoir le plus d'impact. C'est là où les ONG peuvent exprimer leurs avis et inquiétudes et apprendre à connaître les personnes et groupes qui ont de l'influence. Chaque année, l'ONU organise des réunions dans chaque région du monde pour préparer les pays de cette région pour le HLPF. Tu peux assister à ces réunions régionales et partager tes expériences et ce que tu vois comme étant important. Contrairement aux mécanismes internationaux des droits humains, il n'est pas si facile d'envoyer des rapports au HLPF en tant qu'ONG. La seule manière de s'assurer que les droits des filles sont pris en compte dans les documents officiels du HLPF est à travers des réseaux officiels de société civile reconnus par l'ONU, qui s'appellent des groupes majeurs. En plus de partager des informations pour le rapport du groupe majeur, un autre moyen de participer au HLPF est d'assister à la réunion en personne à New York pour organiser des événements, parler avec des représentants des gouvernements et pour faire des recommandations. Enfin, tu as la possibilité d'influencer les indicateurs existants ou d'en proposer des nouveaux ou des meilleurs. Tu peux aussi t'assurer que les données collectionnées par ton gouvernement sont divisées par âge et sexe pour garantir que les progrès qui sont faits pour les filles en particulier sont reflétés dans les données. Maintenant, tu comprends l'importance d'utiliser les mécanismes internationaux de l'ONU de responsabilisation. Mais faisons un petit résumé de tout ce que tu viens d'apprendre. Les mécanismes internationaux de responsabilisation sont des outils pour surveiller les traités et les accords internationaux, comme la CRC, la CEDAW et les ODD, faits par les gouvernements au sujet des droits humains et du développement durable.
Les gouvernements qui font partie de ces traités et accords doivent se faire examiner tous les quelques années par l'ONU pour voir s'ils mettent en œuvre les obligations auxquelles ils se sont engagés. C'est justement ici que les défenseurs comme toi et moi pouvons jouer un rôle. Quand ton gouvernement se fait examiner, la société civile peut envoyer des rapports à l'ONU avec leurs perspectives sur la situation dans leur pays. Par conséquent, ton gouvernement recevra des recommandations de la part de l'ONU et d'autres gouvernements pour souligner des changements qu'il faut y avoir. Ceci est un exemple de comment les défenseurs des droits humains peuvent utiliser ces mécanismes, mais il y a bien plus. Participer à des consultations nationales, parler avec ceux qui prennent des décisions à l'ONU pour partager tes expériences avec eux, aider ton gouvernement à développer une stratégie pour la mise en œuvre des recommandations reçues, proposer de meilleures manières de mesurer le progrès, et plus encore. En fin de compte, il s'agit de tenir pour responsables les gouvernements. Il s'agit d'utiliser tous les outils dans ta boîte à outils pour t'assurer que ton gouvernement fait tout ce qu'il peut pour améliorer son pays pour tous ceux qui y habitent. Tu as le pouvoir de garantir que ton gouvernement n'oublie pas ce qu'il est censé faire, mais qu'il continue à travailler pour réaliser les droits des filles. Alors, au boulot!